Bienvenue, mesdames et messieurs, à cet entretien que nous accordons à maître Jean-Marie Kabengela Ilunga. Jean-Marie Kabengela Ilunga, il est avocat au barreau de Kinshasa Matete, mais également il est chercheur premier mandat au Centre de recherche en sciences humaines, crèche en cible. Mesdames et messieurs, je reçois Jean-Marie Kabengela Ilunga, vous le savez, il est avocat de Vital Kamerhe, le président de l'UNC. Mais avec lui, aujourd'hui, nous allons parler des consultations telles qu'ont été annoncées par le président de la République. Quelle est sa version, quelle est sa lecture en face de ces consultations? À quoi pourra-t-on s'attendre entre ces conclusions qui pourraient sortir d'ici là, à la fin de ces consultations? Y aurait-il conflit d'intérêts entre ces conclusions avec la Constitution? Nous allons interroger la loi. Il est chercheur, il est avocat, juriste, qui s'y connaît. Avec lui, nous allons parler de toutes ces questions. Jean-Marie Kabengela, bonjour. Bonjour, Madame Chantal. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir chez vous. Alors, le président de la République a annoncé le 23 octobre dernier les consultations. Ces consultations sont bel et bien en cours. Selon votre lecture, en tant que juriste, en plein mandat, le président de la République évoque la loi du peuple comme étant la loi suprême. Il convoque ces consultations et bon nombre des Congolais trouvent que cette démarche elle est correcte parce que, semble-t-il, la population ou le pays connaît une crise. Est-ce que juridiquement parlant, le président a-t-il eu des soubassements pour justifier sa démarche? Merci beaucoup, madame, pour la question. La démarche me consulter sur les questions liées aux consultations présidentielles. La base juridique, la première, la fondamentale, qui justifie la démarche du président de la République, c'est l'article 69 de la Constitution. L'alinéa 3 de cette disposition constitutionnelle présente le président de la République comme étant l'arbitre du bon fonctionnement ou du fonctionnement régulier du pouvoir public. Il est en même temps le régulateur des institutions, il est le garant de la continuité de l'État. Cela veut dire que de toutes les institutions de la République, seul le président de la République joue le rôle de pérenniser l'État congolais. Et en tant que régulateur de bon fonctionnement des pouvoirs publics, par son arbitrage, il peut régler des choses qui ne marchent pas. Notamment, tout le monde l'a constaté que rien n'allait au sein du gouvernement. Au point que tout le monde pouvait observer que le Premier ministre, ainsi que le ministre issu du Front commun pour le Congo, plateforme qui n'a pas présenté de candidats députés nationaux sur les sénateurs, donc ne pouvant pas se réclamer de détenir une majorité quelconque au sein du Parlement, ces membres du FCC se rebellaient contre les ordres du président de la République au point d'amener un certain dysfonctionnement des institutions de la République. Nous avons observé tous que ces membres du FCC se référaient plus à un particulier, leur autorité morale, plutôt que d'obéir aux lois de la République et aux institutions établies. Cela a justifié le président de la République à pouvoir consulter la population. Je pense que c'est de son droit de se référer à cette disposition de la Constitution pour convoquer la consultation. Mais au-delà de tout, les juristes, lorsque le président de la République a dit que le salut du peuple est la loi suprême, cela veut dire, en d'autres termes, que l'on ne peut pas comprendre, interpréter la Constitution contre le salut du peuple. On ne peut pas mettre en application la Constitution pour tuer le peuple. On ne peut pas interpréter et appliquer les lois de la République pour tuer le peuple. Donc, dans toute interprétation, dans toutes les démarches que les institutions doivent faire, nous devons avoir en tête d'assurer le salut du peuple. Et lorsque le salut du peuple
et la loi suprême, la Constitution doit se conformer au salut du peuple. Les lois de la République doivent se conformer au salut du peuple. Tout doit concourir au salut du peuple. Et même le président de la République doit mettre son mandat pour obtenir le salut du peuple. Et je pense que sa démarche va dans le sens de chercher des solutions idoines pour assurer et pérenniser le salut du peuple. Jean-Marie Kabengela, vous avez parlé de quelque chose lorsque vous avez parlé du FCC qui n'a pas été une plateforme électorale, qui n'a pas présenté une liste au niveau de la CENI, mais ce regroupement, c'est une plateforme qui a en son sein plusieurs partis politiques et qui ont juré fidélité ou loyauté. Ils ont leur règlement, ils ont leur discipline à eux, donc c'est tout à fait normal qu'on puisse respecter la ligne de conduite. C'est aussi ça la discipline dans les partis politiques. En quoi est-ce que le FCC aurait péché? Non, pour nous, juristes, chercheurs, notamment les criminologues, nous considérons la démarche du FCC comme étant une escroquerie politique. Pourquoi? Parce que lorsqu'aucun parti politique, aucun regroupement politique ne détient de majorité au sein du Parlement, il ne revient pas à un regroupement ou un parti politique d'appeler les autres partis politiques pour constituer une majorité. Là, c'est l'article 78 de la Constitution, alinéa 2, qui donne prérogative au chef de l'État de pouvoir désigner une personnalité en qualité d'informateur. Et cet informateur va pouvoir appeler les partis qui peuvent s'entendre pour constituer une majorité au sein du Parlement pour accompagner la vision du chef de l'État. Mais nous avons noté qu'au moment où le chef de l'État s'investissait à prendre effectivement ses fonctions, le FCC s'est organisé autour de Joseph Kabila, l'ancien président de la République, actuellement sénateur à vie, pour pouvoir se considérer. Donc Joseph Kabila s'est constitué comme un informateur, mais de facto non désigné. Notez, Madame Chantal, que ni la MOUCA, ni le CACH, ni le FCC n'ont présenté des listes aux élections législatives. Partant de cela, aucune plateforme, CACH, FCC, la MOUCA ne peuvent se réclamer de détenir des majorités au sein du Parlement. Et quiconque quitterait FCC, la MOUCA ou CACH ne perdrait pas son mandat parce que ce n'est pas ces plateformes dans le cadre de laquelle ils ont obtenu leur mandat. Donc, par là, nous disons que c'est le chef de l'État, dans sa vision de faire la paix, dans cette alternance pacifique, a laissé faire. Mais en réalité, lorsqu'aucun parti politique, aucun regroupement politique n'a de majorité au sein du Parlement, le chef de l'État désigne un informateur. Mais le premier parti qui fait partie de cette coalition, c'est le parti ou le regroupement politique appartenant au président de la République. Et là, on n'a pas en idée. Pour le constituant, ça ne sera pas une coalition en opposition. Et le gouvernement qui naîtra de cette coalition ne doit pas se considérer comme un gouvernement d'opposition comme nous l'avons vu. Donc le FCC se sentant dans ce qui a été fait comme machination, détenir beaucoup de députés et de sénateurs, c'est présenté au chef de l'État comme étant un camp opposé aux intérêts du chef d'État. Or, quand vous acceptez de coaliser, vous devez vous soumettre à l'autorité du président de la République. Et je pense que nous allons y arriver quand le chef de l'État, après consultation et la lecture qu'il fera des suggestions des uns des autres, nous allons arriver à un gouvernement véritablement de coalition. Alors là, nous sommes dans le président de la République a parlé de la reconfiguration de la majorité, chose que le FCC aujourd'hui n'avale pas, n'est pas prêt à avaler. On crie déjà à la violation de la Constitution. Ne voyez-vous pas que cette crise aujourd'hui qui est évitée par le camp du président de la République pourrait aussi venir après, lorsque il serait prêt, employons le terme du débauchage, parce que lui, n'ayant pas cette majorité-là, il voudrait bien l'obtenir à tout prix,
ne voyez-vous pas qu'on sera dans le cycle de crise en crise et qu'on n'aura rien résolu? Non, il n'y aura pas de crise pour la simple raison, je venais de le dire, le FCC ne détient pas de majorité au Parlement. Le FCC n'a pas présenté de candidats. Le FCC est inconnu de la CENI. Alors, étant donné que cela était fait comme ça, le chef d'État avait laissé faire le FCC. Maintenant, mais c'est le président de la République. Le FCC a des partis politiques qui se sont regroupés, mais vous n'allez pas quand même nier cela. Vous savez, madame, le FCC s'est transformé aujourd'hui en regroupement politique. Tout membre d'un parti politique, d'un regroupement politique qui adhérerait au FCC en tant que regroupement politique perdrait son mandat. On sait que ce monsieur, cette dame, aura quitté le parti politique, le regroupement politique dans le cadre duquel il a obtenu le mandat. Je pense que le FCC devrait, le membre du FCC devrait être très regardant sur la notion de perte de mandat. Et donc, le président de la République ayant laissé faire, maintenant qu'il reprend les choses en main, je pense, à mon humble avis, à l'issue de consultation, un informateur sera désigné. Et cet informateur aura pour mission d'identifier une coalition majoritaire au sein du Parlement. Et les partis politiques qui n'ont rien à voir avec le FCC, parce que le FCC n'est pas un groupement politique qui aurait présenté des candidats aux élections. On quitte sans sanction, on quitte le FCC sans perdre le mandat. Et les gens vont se faire identifier pour dire nous voulons travailler avec le président de la République. Et là, il y aura une coalition majoritaire au sein du Parlement, tant au niveau de l'Assemblée nationale que du Congrès, pour permettre au chef de l'État de mettre en mouvement sa politique. Donc voyez-vous, vous êtes en train de voir que, hors le choix d'un informateur, le président de la République n'a pas d'autre possibilité, n'a pas d'autre solution pour sortir ce pays de la crise, comme certains sont en train de crier à la dissolution. Donc aujourd'hui, pour vous, la dissolution, c'est une mauvaise solution? La dissolution, d'après mes analyses, nous ne sommes pas à l'heure de la dissolution de l'Assemblée. Les conditions ne sont-elles pas réunies? Nous ne sommes pas à l'heure. Mais il n'y a que les députés eux-mêmes, s'ils n'adhèrent pas à la vision du président de la République, qui vont contraindre le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale. Tenez, si à la suite de consultations, le président de la République nomme un informateur et qu'il y ait une coalition majoritaire qui se dégage, il nomme le Premier ministre. Là, le problème ne se pose pas. Et puis, le gouvernement sera présenté avec le programme du gouvernement. Si le gouvernement est investi, les choses vont continuer par comme sur des roulettes. Mais s'il arrivait que le programme du gouvernement ne soit pas approuvé par l'Assemblée nationale, le problème commencera par là. Il viendra un deuxième tour où le chef d'État peut désigner notre Premier ministre de son obédience, de sa vision. Deuxième fois, ce deuxième Premier ministre ou le même Premier ministre réforme le gouvernement et se présente devant l'Assemblée nationale qui, pour la deuxième fois, refuse d'adopter le programme de gouvernement et d'investir le dit gouvernement. Cette deuxième fois va amener le président de la République à constater qu'il y a effectivement crise persistante entre l'Assemblée nationale et le gouvernement que lui a nommé. Et là, nous sommes dans les conditions de dissolution de l'Assemblée nationale. Que fera le président de la République? Il va inviter le Premier ministre en consultation. Il invitera la présidente de l'Assemblée nationale ainsi que le président du Sénat. Notons très bien que suivant la Constitution, la consultation de ces trois personnalités n'ont pas de voix délibérative, n'ont pas de voix d'orientation sur le chef de l'État. Elles peuvent dire non à la dissolution, mais leur non ne lie pas le président de la République. Parce que la Constitution donne cela comme une formalité. Et donc, le premier ministre viendra,
monsieur, je constate qu'il y a crise persistante entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Qu'est-ce que vous en dites? Il va donner ses positions. La présidente de l'Assemblée donnera sa position. Et le président du Sénat donnera sa position. In fine, c'est le président qui décide en disant, constatant la crise persistante entre l'Assemblée nationale et le Sénat, après avoir consulté le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, je décide de dissoudre. Mais pour tout cela, il faudrait que la configuration de la CENI change, parce que la même CENI, la même cause, parce que la CENI n'a pas encore donné la preuve de son détachement vis-à-vis du FCC. C'est encore là une question à régler à la suite de ces consultations. Donc, pour Jean-Marie Kabengela, au jour d'aujourd'hui, l'idéal pour le président de la République, c'est de nommer un informateur et non procéder à la diffusion. On nomme un informateur, à la suite un Premier ministre et l'Assemblée nationale. Si les membres de l'Assemblée nationale ne sont pas vigilants, ils vont offrir au chef de l'État la voie de dissolution de l'Assemblée nationale. Encore faut-il que le député ne soit pas encore prêt pour retourner au chômage. C'est-à-dire lorsqu'ils vont tenter de bloquer le gouvernement que le président de la République mettra en place, à deux fois qu'ils sachent qu'ils vont créer une crise persistante entre l'Assemblée nationale et le Sénat, ce qui obligera le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale. Même si lui-même ne sait pas prononcer, Vital Kamerhe est d'accord dans cette démarche, étant allié dans le cash avec Félix Tshisekedi, l'UDPS. Vital Kamerhe est dedans, il est dans cette démarche. Vital Kamerhe, c'est de parler du système de défense, des stratégies de la défense, mais les questions politiques, il y a son parti politique et lui-même qui peuvent s'en occuper, parce que, vous savez, si l'avocat mélange la politique et la profession d'avocat, vous risquez de ne pas accepter certains dossiers parce que ce sont des dossiers qui viennent des partis qui ne partagent pas vos convictions politiques. Or, en tant qu'avocat, je dois être neutre. En tant qu'avocat, je n'ai pas de religion. En tant qu'avocat, je n'ai pas de parti politique. En tant qu'avocat, je dois m'abstenir de toute discrimination liée aux origines des partis, à convictions religieuses ainsi que politiques. Je pense que son parti politique et lui-même sont bien indiqués pour expliquer leur position politique dans un sens ou dans un autre. Mais moi, quand je suis avec lui, c'est savoir quelles sont les stratégies de la défense, quels sont les moyens de preuve que nous pouvons développer devant le juge d'appel, quelles sont les faiblesses du premier juge, comme il y a beaucoup de faiblesses de toute façon, ça on en parle. Et moi, en tant qu'expert dans des questions de procédure, c'est ça que je change avec... je peux y échanger, mais je n'ai pas accès physiquement à lui. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à son dossier judiciaire? Où est-ce qu'on en est? Nous sommes en appel, mais un des prévenus ayant fait une déclaration de pourvoi, le sort est lié. Tant que la Cour de cassation n'aura pas examiné cette déclaration de pourvoi, on est là, bon, on patiente, on prend notre balance. Jean-Marie Kabengela, nous sommes en train de chuter, nous finissons là. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de notre politique, de la politique en général? Aujourd'hui, on parle d'une pétition à l'encontre de Mme Mabunda à gauche, on parle des consultations à droite, on parle de dissolution, on parle un peu de tout et de rien. Selon votre lecture, est-ce qu'il y a au bout du tunnel quelque chose d'intéressant pour le peuple congolais? Toutes les stratégies sont mises en branle aujourd'hui. On se demande, le lendemain est incertain. Vous, en tant que chercheur, avec des éléments qui sont au-devant de vous, pouvez-vous nous dire quelle est votre conviction sur la lecture que vous faites de tout ce qui est comme clivage politique? Il y a de l'espoir devant nous à la suite des consultations initiées par le président de la République. Je pense à l'issue de ces consultations, chacun des animateurs des institutions comprendra qu'il faut mettre l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. Que nous ne verrons plus les hommes d'État, entre guillemets, se comporter comme des partisans avant d'exécuter telle orientation du chef de l'État, aller se référer à des structures privées. C'est pas bon. Je pense que
les uns les autres comprendront que la chose publique ne rime pas avec les intérêts partisans et qu'il n'y a qu'un seul chef de l'État qui est le garant du bon fonctionnement des pouvoirs publics et qui est le garant de la continuité de l'État. Et il faut lui faire confiance. Et s'il le pousse à dissoudre l'Assemblée nationale, il pourra le faire parce que la Constitution le lui reconnaît. Et le gouvernement qui vient, je pense que ce sera un gouvernement constitué de personnes responsables qui ne viennent pas pour dire que notre parti a pensé, notre groupement politique a pensé. Non, d'abord l'intérêt général et les intérêts privés après. Merci beaucoup Jean-Marie Kabengela. Beaucoup à dire. Le temps nous est parti, il est arrivé à sa fin, nous sommes obligés d'arrêter là. Merci. Je crois que l'essentiel a été dit. Merci. Mesdames et messieurs, merci. Vous avez vous-même suivi, Maître Jean-Marie. En résumé, le maître, il est pour. En tout cas, il s'inscrit dans cette démarche du chef de l'État. Il voudrait qu'à l'issue de ces consultations, le président nomme un informateur pour se créer une nouvelle majorité en vue de la formation du gouvernement qui pourrait répondre à sa vision des choses. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de vous présenter cet entretien. Je vous retrouve à l'édition prochaine avec le même plaisir. Au revoir.